cofondateur de Ildi, en partenariat avec Philippe Gilles. Je suis très contente de t'accueillir aujourd'hui pour cette interview. Je suis ravie d'être là aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va parler de ce que fait Philippe, parce que c'est une personne très aguerrie et très connue dans le monde du digital learning en France. Donc j'ai pris beaucoup de plaisir à me dire que cette interview serait très intéressante pour vous. Alors en quelques mots, est-ce que tu peux te présenter qui tu es, d'où tu viens et ce que tu fais au sein de Ildi? Alors, Philippe Lacroix, ça fait une trentaine d'années que je suis dans le domaine de la formation instrumentée. Ouais. J'ai commencé il y a fort longtemps avec Philippe Gilles chez Segos où on s'occupait des activités de packaging de formation. Puis on a lancé les premières formations sur Internet, donc c'est juste pour resituer le Puis ensuite on a créé e-Learning Agency, une start-up dédiée, comme son nom le dit, à la conception et la production de e-learning sur mesure, qu'on a cédé au groupe Demos, et on a aidé le groupe Demos à développer ses activités de formation à distance pour atteindre un seuil d'à peu près 10% de son chiffre d'affaires, donc non négligeable. Puis à la suite de ce succès, on a créé Ildi, un cabinet de conseil qui est dédié dans l'accompagnement stratégique des grands groupes et des organismes de formation dans l'intégration du digital dans leur stratégie, dans leurs activités de formation. Puis en parallèle de ça, on fait des événements comme le Digital Learning Day, Learninov, etc. Et puis on anime la Digital Learning Academy, qui est un univers dans lequel on partage notre veille et on essaye, au travers des newsletters, etc., de partager un peu de notre connaissance. Ouais, très, très bon site web. Je recommande à tous les créateurs de formation parce qu'il y a plein de petites pépites et le site est très riche. Merci. Actif depuis de nombreuses années en plus, donc ça permet de faire un beau tour de l'état des lieux du digital learning. Pour rentrer un petit peu dans le détail de ce que tu penses du digital learning, pour toi, quelles sont les opportunités aujourd'hui qu'offre le digital learning? Alors, moi j'en vois deux principales. On a un format court, donc je vais limiter un peu. La première, c'est s'amuser avec le digital. C'est très attirant pour tout le monde, y compris les réfractaires en général, c'est parce que ça les attire, mais ils ont un petit peu peur de ne pas savoir s'en servir. Donc, le premier élément qui est le plus futile, s'amuser avec le digital, qui est une source qui donne de la motivation, à la fois pour ceux qui conçoivent, qui produisent, et à la fois pour ceux qui l'utilisent. Mais la deuxième chose qui est, à mon avis, beaucoup plus importante, c'est que le digital est un excellent prétexte à se reposer des questions fondamentales de ce que c'est que la formation. Ouais. Quand on insère un petit peu de digital dans une activité de formation, on la mécanise un petit peu quelque part. On va programmer l'activité de formation. Et quand on veut programmer un mécanisme qui fonctionne bien, il faut savoir sur quel ressort on s'appuie, quels sont justement ces mécanismes. Donc ça amène à se reposer des questions de posture, comment on fait passer un savoir en général détenu par une personne, mais maintenant plus seulement détenu par une personne, puisque le savoir est immensément accessible, vers un individu qu'on cherche à former, avec quelle méthode pédagogique, donc qu'est-ce que c'est que la pédagogie, qu'est-ce que c'est que transmettre, qu'est-ce que c'est qu'apprendre, les notions de rythme, les notions d'engagement, les questions de motivation, d'attention, de mémorisation. Donc on est obligé de revenir sur tous ces fondamentaux. Tout ce qui a trait en fait à la neuropédagogie par exemple. Entre autres, la neuropédagogie est un moyen qui peut aider à mieux comprendre l'apprentissage, en tout cas de trouver quelques mécanismes qui fonctionnent naturellement sans beaucoup d'efforts. C'est ça l'intérêt de la neuropédagogie, c'est d'arriver à peu près au même résultat que ce qu'on pourrait faire avec des moyens plus traditionnels, plus empiriques, arriver à la même performance d'apprentissage, mais en demandant moins d'efforts à tout le monde, à la fois au formateur, à la fois à l'individu. Moi, je suis contre la course à la performance pour faire plus. Je suis plus dans l'efficience que dans l'efficacité. Surtout qu'on voit aujourd'hui l'avènement des formats courts, on voit l'accélération de la société en général, donc en fait on a envie d'apprendre plus vite, on a la tendance aussi au zapping, donc comment on joue aussi avec ça dans l'apprentissage, quoi. Exactement. Ouais, donc donc toutes ces neurosciences et tout cet ancrage que tu as, toute cette expérience, tu la mets au profit de nouvelles formations. Donc aujourd'hui, comment tu vois évoluer le digital learning? Peut-être comment tu l'as vu évoluer et comment tu le vois évoluer désormais? Qu'est-ce qui selon toi,
attrait aux nouvelles tendances? Alors, pour moi, l'évolution de la formation, avec l'arrivée du digital learning, qui est une forme, une façon d'appréhender la formation un peu différente, mais ça reste de la formation. Pour moi, la grande différence, c'est la professionnalisation de plus en plus segmentée des différents acteurs. C'est-à-dire ? Si on remonte il y a quelques dizaines d'années en arrière, la formation c'était un formateur, une salle des individus. Ouais. Et le seul professionnel là-dedans, c'était le formateur qui faisait et l'ingénierie pédagogique, et la transmission, et l'accompagnement des individus. Ouais. Aujourd'hui, avec le digital learning, on est amené, parce qu'on a une production qui est plus complexe, qui est plus riche, qui doit être digitalisée, on est obligé d'avoir des compétences professionnelles un petit peu supérieures, un peu plus nombreuses. Et donc on va vers de la professionnalisation en segmentant la partie ingénierie pédagogique, où il va falloir être un ingénieur pédagogique qui sait que c'est que les fondamentaux, parce qu'on va concevoir peut-être effectivement dans un parcours blended des séquences présentielles, mais aussi des séquences digitales. Il faut que le formateur lui aussi se professionnalise, parce qu'on va lui demander de jouer avec tout un tas de bidules en salle, et puis de comprendre ce qui se passe avant quand il n'est pas là, ce qui va se passer après quand il ne sera plus là. Et même la posture du formateur en elle-même. Et sa posture, si on regarde cette posture haute de l'expert, plus que du formateur, ça passe moins bien aujourd'hui que quelqu'un qui a une posture un peu plus humble, et qui va mettre les gens plus en action dans la découverte, dans l'auto-apprentissage, etc. Donc le formateur doit un tout petit peu se professionnaliser aussi. Il doit garder ses qualités de formateur, son empathie, son intuition, sa sensibilité, etc. Mais il doit aussi se professionnaliser. Puis l'accompagnement doit aussi se professionnaliser. Tout ce qu'on appelle les tuteurs, les coachs, les facilitateurs, ce sont des gens qui doivent acquérir des techniques et des savoir-faire qui sont particuliers. Donc pour moi, l'évolution de la formation, elle est vers vraiment cette professionnalisation de tous les acteurs. D'accord. Donc est-ce qu'on peut dire, est-ce que tu es d'accord avec cette affirmation de dire qu'aujourd'hui on est passé dans l'ère du formateur 3.0 ? Oui, alors 3 ou 4, je sais pas 3 ou 4, je sais plus, voilà, je ne sais pas combien de numéros on en est, mais globalement... Oui, bien sûr, c'est une profession qui vit des ruptures. L'apprenant aussi vit des ruptures. C'est-à-dire qu'on n'est plus l'apprenant qu'on était précédemment, un petit peu moutonnier, un peu passif. Voilà, et on est des gens exigeants, impatients, et on a notre mot à dire. Donc on n'hésite pas, moi quand j'anime certaines formations, j'adore quand on me contredit, parce que ça challenge. Ça donne lieu à des conversations souvent endiablées qui enrichissent tout le monde. Exactement, alors quand on aime l'empathie, là on la prend en pleine poire, parce qu'effectivement on a la personne qui exprime son désaccord, mais voilà, donc le formé aussi va changer, il a changé. Et on va lui demander aussi d'avoir un peu plus d'autonomie, plutôt que de la passivité. D'être un peu plus acteur. Voilà. Alors sachant que le contexte n'est pas facile, parce que dans tous les autres secteurs d'activité professionnelle, on lui demande de changer aussi, d'être plus performant, y compris le formateur. Donc c'est pour ça que j'aime bien dire que quand on repense un dispositif de formation avec tout ou partie du digital, l'objectif c'est d'arriver non pas à un résultat supérieur, mais au même résultat, parce que la formation elle se passe plutôt bien habituellement, au même résultat, mais on demande à tout le monde un peu moins d'efforts. Et du coup, quand tu dis un peu moins d'efforts, ça passe par quoi ? Ça passe par un projet de formation bien pensé au départ sur les enjeux, sur le périmètre de la formation. Quand tu dis moins d'efforts, ça se traduit souvent par quoi en fait ? Alors, quand on est apprenant et qu'on suit un parcours de formation, on voit tout de suite les irritants assez facilement, c'est-à-dire le truc qu'on sait déjà, mais qu'on est obligé de voir quand même. Le fait que le quiz il pose des questions qui sont un peu trop basiques, alors qu'on a un niveau qui mériterait qu'on teste, mais on est obligé de passer par les questions basiques au début. Qu'on n'a qu'un seul quiz à la fin, alors qu'on aurait préféré avoir des petits morceaux. Enfin, on voit très bien où sont les irritants dans une formation. Moins d'efforts, c'est enlever tous ces irritants. Tout simple. C'est au moment où on conçoit la formation, se rendre compte qu'il y a des choses qui pourraient être plus simples, plus fluides, plus personnalisables. Voilà. Alors, je sais que quand on donne les arguments du digital learning, on dit ça va
faire gagner du temps à tout le monde, que ça va être personnalisable, que ça va être adaptatif, que ça va être tout ça. Ça va être du marketing. Pour l'instant, moi j'ai vu très très peu de formations réellement personnalisables, réellement adaptatives. On n'y est pas encore pour moi, mais c'est vrai qu'on tend un peu sur certains points, en tout cas, à discriminer un peu certains parcours, certains chemins dans le parcours de formation, mais c'est vrai qu'on est, je pense, aux prémices. Pouvoir donner la liberté de choisir l'ordre des modules qu'on veut voir, parce que voilà, de pouvoir, c'est au moment de la conception, distinguer ce qui est essentiel de ces facultatifs, et pas que dans les modules, mais aussi dans la rédaction. Quand on rédige un texte, un rédacteur sait très bien ce qu'on met en haut du texte, le chapeau ou les éléments importants, et puis pour pouvoir permettre une lecture rapide. Ça, c'est pas forcément des choses qui sont appliquées en digital learning. Donc c'est ça qui va rendre les choses plus simples. Ouais, et puis aussi, on oublie souvent un point qui est quand même essentiel, c'est le marketing de la formation. On a tendance à oublier de dire aux apprenants pourquoi ils sont là et quel est leur intérêt à suivre la formation. Et pour autant, c'est le premier levier de motivation, c'est de savoir pourquoi ils sont là, ce qu'ils vont apprendre, comment ils vont l'apprendre, et donc du coup aussi qu'est-ce qu'on attend d'eux. Et c'est vrai qu'on le voit aussi, enfin moi en tout cas sur les audits que j'ai fait de certaines formations qui ne fonctionnaient pas, je me rends compte aussi que tout simplement on n'explique pas aux apprenants que ce qui va se passer, pourquoi ils sont là et ce qu'ils vont atteindre comme objectif. Donc au-delà effectivement des petits efforts de réajustement qui sont propres à l'ingénierie pédagogique et parfois propres aussi aux formateurs quand il y a des petits ajustements à l'oral à faire, il y a aussi le côté pourquoi je suis là, quel est mon intérêt, qu'est-ce que je vais apprendre, à quoi ça va me servir demain. Qu'est-ce qu'on attend de moi ? Qu'est-ce qu'on attend de moi, exactement. La posture du formateur est importante, mais la posture aussi de l'apprenant. On attend, comme tu le disais, plus les mêmes choses, on est plus passif, on est plus moutonnier. Donc c'est aussi cet état d'esprit à avoir sur la formation. Je rebondis du coup sur différents projets de formation, maintenant que tu en as vu pléthore en une trentaine d'années. Pour toi, qu'est-ce qu'un projet de formation réussi ? Ça c'est une vraie question parce que la réussite elle est à plusieurs niveaux. La réussite elle est pour celui qui conçoit la formation, il est pour celui qui l'anime, il est pour celui qui la reçoit et il est pour le commanditaire aussi. La vraie réussite c'est quand, pour moi la vraie réussite c'est quand la personne qui doit être formée a atteint un niveau de compétence, de connaissance, de savoir qui était l'objectif qu'on s'était fixé. Mais il y a aussi tous les autres volets. Il faut que le formateur, s'il y a une part de présentiel dans une formation blended, il faut que le formateur soit satisfait, qu'il n'ait pas vécu ça dans la douleur ou la contrainte. Ouais, il faut qu'il soit à l'aise avec le contenu et la manière dont il faut que le concepteur soit assez fier de son produit, donc, puis il faut que le commanditaire en ait pour son argent. Et c'est pour ça que la formation est pour moi totalement indissociable de l'évaluation et c'est un élément à prendre en compte dès le départ. C'est-à-dire savoir ce qu'on veut mesurer, savoir ce qu'on définit comme critère comme sa réussite. Si on ne sait pas définir au démarrage d'une formation que ceux qui seront les critères de réussite de la formation, on ne saura pas quoi évaluer. Souvent, par exemple, dans une formation digitale, on va évaluer simplement la personne qui se forme. On ne va pas lui demander son avis sur le contenu. On ne dit pas qu'est-ce que tu as pensé du contenu. La satisfaction. Et si on veut mesurer la satisfaction du concepteur ou des gens qui ont contribué à l'animation de la formation, il faut demander son avis à celui qui s'est formé sur ce qu'il pense de la formation, du dispositif qu'on a mis à sa disposition. Oui, puis souvent c'est un vrai vecteur d'amélioration des versions des parcours de formation. Donc, au-delà du formateur, au-delà des retours un peu plus métriques qu'on peut avoir, c'est aussi savoir le ressenti, parce qu'aujourd'hui on est sur une expérience apprenante, on en parle suffisamment. Et quand on dit expérience apprenante, on dit ressenti, on dit émotion, on dit vécu autour du parcours de formation pour ancrer véritablement les messages. Et ça passe aussi par une satisfaction à la fin de l'apprenant pour qu'il ait envie d'y revenir, peut-être tout simplement. Et c'est pour ça que je disais c'est intéressant de mesurer tous ces niveaux-là, parce que le commanditaire doit en avoir pour son argent. Faut savoir que la formation, ça n'est pas gratuit, même si on prend des contenus gratuits, la formation, ça n'est pas gratuit. Donc c'est un investissement pour une entreprise qui forme ses salariés, pour un individu qui prend son temps pour se former. Et l'évaluation est la clé de ça. On est dans une période où on a vanté les mérites
aussi emparé de ces arguments-là en disant on va former plus de monde plus vite pour moins cher. C'est vrai. Voilà. C'est souvent le tournant que les entreprises ont pris parce que vraie réduction budgétaire. Quoi. Donc on récolte tout ce qu'on a semé, on a parlé d'argent. Donc maintenant il faut rendre des comptes. Ouais. Est-ce que vraiment, pour le prix, on a formé? Et l'évaluation est la réponse à ça. Non pas est-ce que les apprenants sont satisfaits, est-ce qu'ils ont eu 80% de résultats au quiz? Le commanditaire se fiche de savoir s'il a eu 70%, 80% de résultats au quiz. Ce qu'il veut savoir, c'est est-ce qu'il est meilleur? Est-ce qu'il va être plus rapide? Est-ce qu'il va être plus performant dans son travail? Est-ce qu'il va aller plus vite? Est-ce qu'il va faire moins d'erreurs? Est-ce que quand il pensait d'une certaine façon, maintenant il pense autrement? Donc il est plus aligné avec ce qu'on voulait avoir comme courant de pensée? Parce que s'il n'a pas ces résultats-là, le commanditaire, il ne va pas juste faire confiance en disant ça s'est bien passé la formation. Oui, on continue. Voilà. Et c'est un élément économique. Alors ça, c'est parce qu'on se dit il faut être transparent et il faut quand même montrer l'efficacité de ce qu'on fait. Mais c'est surtout qu'il va falloir se prémunir contre éventuellement comme on a dit que ça coûtait moins cher, est-ce qu'on est arrivé au bout? Est-ce que ça ne pourrait pas coûter encore un peu moins cher? Et donc, quand légitimement un dirigeant d'entreprise, ses actionnaires lui demandent d'avoir une meilleure rentabilité, il va dire j'ai un moyen très simple, c'est que je vais diminuer les coûts. Et il va diminuer les coûts dans les secteurs qui ne sont pas stratégiques dans son activité, et en général c'est la formation. Donc si le responsable formation ne sait pas dire voilà ce que ça rapporte, la formation à l'entreprise, donc voilà la valeur supplémentaire apportée à l'entreprise par une action de formation, eh bien la prochaine fois qu'il y aura une coupe budgétaire, on va passer par son bureau. Et du coup, dans cette optique-là, quel conseil tu donnerais aux créateurs de formation? Quand je dis créateurs de formation, ça peut être commanditaire, ingénieur pédagogique, mais aussi responsable formation. Qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil pour leur prochain projet de formation, leur prochaine création de formation? Justement, conditionner la façon et les contenus de formation par ce qu'on veut obtenir comme résultat opérationnel. Et pas juste comme résultat d'apprentissage. C'est le stade d'après. Une fois que j'ai appris quelque chose, en quoi je suis changé? En quoi ça transforme ma façon d'agir dans mon contexte? Donc si on part de ça comme point de départ, qu'est-ce qu'on veut avoir comme transformation du comportement de l'individu formé après la formation par rapport à avant? C'est ça qu'on va enseigner. C'est ça qu'on va mesurer. Ça va être beaucoup plus facilement mesurable. Exactement. Et puis ça va être beaucoup plus clair pour tout le monde quand un individu le rentre dans une formation et qu'on lui dit c'est pour que tu sois plus rapide, ou c'est pour que tu fasses moins d'erreurs, ou c'est pour que tu sois plus efficace, ou il faut que tu sois plus agréable en tant que manager, parce que tu vas limiter le turnover, c'était plus agréable, etc. Enfin, si on lui dit clairement les enjeux et qu'on tient vraiment compte de ces enjeux-là au moment de concevoir la formation, en général tout est plus clair, tout est plus simple, tout est un peu plus fluide. Et mesurable surtout. Tout à fait. Et même au-delà de ça, pour aller un tout petit peu plus loin sur le conseil que tu recommanderais, c'est aussi se dire ok, je souhaite atteindre cette situation B, mais quel est aussi le parcours de l'apprenant pour atteindre cet objectif-là? Peut-être qu'on ne peut pas le faire en une fois, en un seul module, c'est peut-être temporalisé dans le temps, peut-être que ça va être en plusieurs briques, et c'est aussi donner de la visibilité aussi bien aux commanditaires pour peut-être un enjeu un peu plus financier qu'aux formateurs, qu'à toutes les parties prenantes du projet de formation, j'imagine. Un dispositif de formation, c'est un véhicule pour tout emmener les gens d'un point A à un point B. Exactement. Et comme tout véhicule, on pourrait très bien dire moi j'aime bien les croisières, donc je vais prendre un bateau, sauf que le bateau ça prend énormément de temps, très bien. Alors moi je vais prendre l'avion. Ah oui, mais l'avion, il y a un super bilan carbone, et puis il y a des formalités à l'embarquement qui sont longues, etc. Donc comme tout véhicule et toute modalité qu'on utilise pour déplacer ou aller d'un point A à un point B, il faut avoir les avantages, inconvénients, caractéristiques. Donc dans le parcours, si on ne se préoccupe pas de ça, des questions de temps, des questions d'effort, des questions de plaisir, des questions de rythme, etc., on va faire un parcours qui est centré sur le contenu et qui n'est pas centré sur l'expérience de l'utilisateur. Exactement. On va rentrer un petit peu plus sur des questions plus personnelles. Donc, tu nous as dit que ça faisait 30 ans, donc vieux loup dès la formation. J'ai de la chance, les cheveux blancs, ça se voit pas. Du coup, pour savoir un petit peu quels sont les projets
un peu phares que tu as menés? Quels sont les projets actuels que tu vois et qui sont plus d'actualité, qui sont plus dans l'air du temps? Sur quel sujet tu accompagnes tes clients actuellement? Alors, je vais citer deux projets qui sont vraiment très intéressants. Le premier qui est la cyberentreprise. Ildi fait beaucoup de conseils pour les grands groupes, pour les académies, pour les organismes de formation. Et actuellement, on accompagne un groupe qui est installé à l'international, qui est dans le domaine technologique et financier, donc assez pointu, avec beaucoup de savoirs en interne qui sont précieux et des choses qui bougent régulièrement. La technologie bouge, le domaine de la finance bouge beaucoup. Donc il y a beaucoup de savoir à transmettre et à renouveler régulièrement. Et on les accompagne dans le fait que chaque individu dans l'entreprise qui détient un petit morceau de savoir doit monter en compétence pour être capable de le formaliser et le transmettre sous forme de micro-modules de formation. D'accord. Donc on est vraiment en train de non pas faire les aider à devenir une entreprise apprenante, parce que c'est un sujet plus vaste, plus complexe que ça, mais on est en train de les accompagner sur le fait que vraiment le user generated content est au cœur de la stratégie du développement du savoir de cette entreprise. Et ça c'est assez challengeant parce que il faut transformer tout le monde en micro-ingénieur pédagogique, micro-formateur, avec un minimum de temps à consacrer pour la montée en compétences, parce que sinon c'est chronophage puisqu'on doit former l'ensemble des salariés, et avec un minimum de moyens, parce qu'on ne va pas leur demander tous de savoir utiliser Articulate, les outils. Bien sûr. Voilà. Donc ça c'est un vrai challenge, c'est une mission qu'on mène depuis plusieurs mois, qui n'est pas finie, et qui a deux niveaux. Il y a le niveau de chaque individu qu'on va accompagner, puis le niveau de chaque manager qui doit aussi lui-même démontrer par l'exemple que quand je fais une réunion de partage de savoir avec mes ingénieurs, il faut que j'arrive à la filmer, capter, et puis je la remets à disposition sur des plateformes en interne pour que d'autres équipes qui auraient envie de partager notre savoir puissent l'avoir aussi. Puis au niveau de l'entreprise, parce qu'il faut reconnaître les efforts de tout le monde. Il faut les valoriser, il faut récompenser. Donc comment ça se mesure? Parce que c'est des actions qui sont difficiles à capter, parce que ça peut se faire de façon très discrète. C'est vrai, c'est souvent ça aussi. Et donc il faut réussir à capter tout ça. Donc on les aide à réfléchir pour trouver des réponses à toutes ces questions, et c'est assez passionnant. Et quand tu dis récompense, c'est la mise en valeur individuelle. On est en train de réfléchir avec les RH si ça n'a pas une valeur pécuniaire. Si on ne dégage pas du temps pour les gens pour les champions, qui ont une réelle compétence à ce niveau-là, les décharger d'une partie de leur travail pour leur permettre de le faire un peu plus, s'ils en ont envie. Enfin, voilà, c'est à tous ces niveaux-là. Et le deuxième projet? Deuxième projet, c'est que celui-ci il sera plutôt tourné vers notre cible de personnes qu'on vise avec nos événements, avec nos publications, etc. Là, on travaille d'arrache-pied avec Philippe pour l'événement du 10 octobre, le Mobile Learning Meeting, pour que ça soit une belle journée, que les conférences soient vraiment riches, que les exposants soient dans de bonnes conditions, que la formation du lendemain se passe bien, que les battles, on va faire des compétitions entre les acteurs du mobile learning pour qu'ils puissent mettre en avant leurs solutions, tout ça se passe bien. C'est un événement assez riche, 4 temps. Et voilà, c'est un projet qui nous consomme un peu de temps parce que moi je suis persuadé que le mobile learning est un excellent vecteur de formation. Si tant est qu'on a bien compris où étaient les difficultés, où étaient les enjeux, quel type de formation on pouvait faire avec le mobile. Le mobile first, très bien, mais tout ne rentre pas dans le trou d'un chat-souris. Voilà, donc adapter aussi les dispositifs pour que ce soit adaptable. Enfin, en tout cas, consultable confortablement, on va dire. Confortable. Ok, et du coup, quand tu disais, est-ce que tu peux me parler un petit peu plus de tes événements? Moi, je sais que j'avais participé au Digital Learning Day. Voilà, quelle est la temporalité? Comment on peut s'inscrire à ces journées conférences qui ne sont même plus des conférences, souvent on est surtout aussi dans des plus petits ateliers. Voilà, donc est-ce que tu peux me présenter un peu plus ce format? Alors nous on a plusieurs formats d'événements. Le Digital Learning Day c'est une journée de conférence suivie le lendemain par une journée de
pratique. On apprend à faire du mobile learning, on apprend à faire de la conception pédagogique agile, on apprend à faire du design thinking, etc., etc. Et il y a 16 ateliers dans la journée. Il y a la journée du neurolearning qui est en février, le Neurolearning Day, avec une partie conférence, une partie atelier, parce qu'il faut pratiquer pour ressentir ce que ça change. Là, tu as des intervenants, est-ce que tu veux présenter un peu le type d'intervenants que tu as sur ce genre de journée? Là, sur le neurolearning, on a plutôt des gens qui sont des chercheurs, qui sont des scientifiques, qui ont vraiment creusé le sujet et qui, alors notre travail est d'essayer de vulgariser leur savoir qui est souvent un petit peu aride. Donc on travaille avec eux justement avec des ateliers de mise en pratique alternant les conférences. Et puis j'en ai parlé, l'événement d'octobre sur le mobile learning. Pour s'inscrire à tout ça, c'est assez facile. En général, on communique plutôt largement sur les événements. Mais le plus simple, c'est d'aller sur le site de la Digital Learning Academy ou sur le site de INDI et de se abonner à notre newsletter qu'on reçoit tous les lundis matins. Et à ce moment-là, il y a toutes les infos là-dedans. Et du coup, ces conférences, ça s'adresse principalement à qui? Alors, les cibles ne sont pas toujours les mêmes. Sur le Digital Learning Day, on a plutôt les responsables de formation, les RH, les gens qui sont là pour réactualiser leurs connaissances à 360 sur le Digital Learning, qui sont les acteurs, quels sont ce qui se passe comme cas client, quelles sont les nouvelles tendances, etc. Donc, on actualise ces connaissances sur le digital. Donc, responsable formation, responsable ressources humaines, décideurs qui viennent pour... J'essaye d'isoler les populations plus différentes. En décembre, Learninov, c'est plutôt les ingénieurs pédagogiques, les concepteurs qui viennent s'enrichir de pratiques et de découvertes et de solutions un peu nouvelles. Neurolearning Day, c'est plutôt les pédagogues, les formateurs qui viennent, pour certains, écouter, savoir si on n'est pas des charlatans. À ce point, peut-être pas se dire comme ça. Voilà. Si la neuropédagogie ou le neurolearning est vraiment quelque chose de révolutionnaire, la réponse est non. C'est simplement des aides à comprendre ce que c'est que la formation, plutôt que des méthodes magiques ou révolutionnaires. Et puis le mobile learning, là on va avoir des gens qui ont soit des problèmes très opérationnels, je veux déployer le mobile, je veux trouver le meilleur prestataire, je ne sais pas ce que c'est, je veux voir ce que c'est, quelles sont les offres en termes de plateforme, d'outils auteurs, de contenu, etc. Donc ça, c'est les gens qui ont des projets qui viennent sur le mobile. Et puis aussi, j'espère, les gens qui aiment bien ce qu'on fait, donc, qui viennent à nos événements pour nous suivre. Tout à fait. Et là, si on se retourne un petit peu sur ces 30 ans, qu'est-ce qui fait que tu es encore super motivé à travailler dans ce secteur-là? Qu'est-ce qui fait que tu te lèves chaque matin et content de travailler dans la formation? Alors, dans la formation, c'est un très vaste sujet. Oui, transmettre son savoir, moi c'est quelque chose qui à la fois à titre personnel, pour ma famille, mes amis, mes enfants, j'ai toujours voulu expliquer les choses pour que, je pense que quand on comprend bien, après on est capable d'avoir une vraie opinion. Voilà, c'est un peu ça qui me motive dans la vie, c'est plus on sait de choses, et plus on sait qui on est, et on sait ce qu'on veut faire. Et la détermination est le meilleur moteur dans la vie. Et je pense que la formation permet d'acquérir les moyens d'avoir une détermination intrinsèque. Au dehors de ça, les événements qu'on fait, les gens qu'on accompagne, c'est parce que c'est un mode de vie. D'avoir son entreprise, d'avoir sa liberté. Ce qui me motive tous les matins, c'est de décider de ce que je vais faire tous les jours. Voilà. Et dans des buts et des objectifs qui me semblent pas trop mauvais. Enfin, on fait de mal à personne, si on peut faire un peu de bien, tant mieux. Exactement. Voilà. Ouais. Mais c'est vrai que la formation, ça a ce côté un peu, je pense même à ce côté complètement altruiste de dire on va aider les gens à développer leurs compétences, leurs connaissances. Donc c'est vrai que c'est assez, d'une approche philosophique, c'est quand même assez agréable de dire ça. Donc voilà ma motivation. Super. On touche à la fin de l'interview. Est-ce que tu as un dernier conseil, un dernier petit mot pour les créateurs de formation? Oui, faut pas oublier ce que c'est que la formation. Voilà. Former, c'est transformer les gens, c'est les changer. Donc, voilà. Et faut pas attendre des choses de nouvelles ou des compétences
nouvelles qu'on pouvait acquérir, des outils nouveaux. On a su former sans Internet, sans les livres, si on remonte très loin. Donc former, on peut tous former, et il ne faut pas oublier que c'est ça la formation, que c'est changer les gens. Je ne savais pas, je sais, je faisais mal, je fais mieux, je pensais comme ça, je pense autrement. Voilà. Après, on peut se faire des nœuds au cerveau et chercher à complexifier, faire toujours mieux, toujours machin, etc. À un moment donné, on peut tout à fait dire, est-ce que je suis capable de former maintenant? Oui, ben alors faisons-le. Très bien, c'est un très bon mot de la fin. Merci beaucoup Philippe, merci beaucoup pour cette interview et puis toutes ces réponses pleines d'expérience qu'on a pris beaucoup de plaisir à partager. Si vous souhaitez retrouver Philippe Hildy et vous inscrire pourquoi pas aussi à ses conférences que je recommande, je vais vous mettre le lien de son site web quelque part autour de la vidéo, vous allez pouvoir le retrouver. Je vous souhaite peut-être là, normalement plus en dessous généralement. Voilà, comme ça vous allez pouvoir avoir toutes les informations, vous inscrire à la newsletter du lundi matin que je reçois religieusement depuis plusieurs années désormais et qui est pleine de pépites qui va pouvoir vous aider dans vos projets de création de formation. Je vous dis pour ma part à très bientôt pour une autre vidéo sur la création de formation, les pédagogies innovantes et tout ce qui a trait à la formation dans son ensemble. Je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à très bientôt. Au revoir. Merci pour l'invitation et à bientôt. Au revoir.